Au-delà d'avoir eu la chance de travailler avec une icône de l'architecture, Tadao a été assez vite très ouvert au dialogue. C'était une expérience d'autant plus enrichissante qu'on a vraiment réussi à travailler avec lui, à proposer des choses, comment rester dans l'écriture et dans un projet de Tadao Ando, mais néanmoins proposer des adaptations pour la Bourse du commerce. On a aussi travaillé avec beaucoup de partenaires, les Bouroulec pour le mobilier, Michel Bras pour le restaurant, les Graficans pour la signalétique, évidemment l'agence de Pierre-Antoine Gattier pour les monuments historiques. C'était vraiment un travail collaboratif avec toutes ces équipes et les équipes de la collection Pinault. Tout d'abord, il faut dire que ça a été assez inattendu. Bien vite, on s'est rendu compte de la chance qu'on avait de pouvoir travailler avec une icône de l'architecture mondiale qui a inspiré tant de générations d'architectes avant nous, en tant qu'un des premiers tenants encore vivants du brutalisme. Je pense notamment à RCR Architectes, avec qui on a eu l'occasion de travailler et avec qui on partage cette passion pour la radicalité, le minimalisme, et une forme d'usage comme ça, immodéré du monomatériau. Donc ça a été une chance aussi de travailler avec Tadao Ando. Nous sommes passionnés du Japon et ça a été l'occasion d'entamer un dialogue à travers des générations, mais aussi des cultures différentes. À l'agence, on a l'habitude de travailler dans l'existant, donc de faire de l'architecture à partir de l'architecture. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on aime bien, tirer parti d'un lieu, avoir cette accroche historique pour concevoir. Et ça rejoint d'ailleurs des thématiques très actuelles de transition écologique, puisque il est quand même plus pertinent aujourd'hui de réhabiliter que de démolir et de reconstruire, ou de transformer des bâtiments plutôt qu'en ériger des nouveaux. Tadao Ando, venu aussi du Japon, a un autre rapport aux bâtiments historiques. Il a eu cette intuition très vite de dessiner un cylindre, un cercle en béton qui viendrait prendre place dans la rotonde de la Bourse de commerce. Une approche qu'on n'aurait jamais pu, avec notre regard d'Européens, avoir aussi vite, puisqu'il nous a fallu plutôt analyser le bâtiment, le décortiquer avant de proposer. Et en même temps, c'est cette rapidité de proposition, cette vision qu'il a eue qui a donné l'élan générateur du projet, qui a donné une vraie dynamique sur laquelle après il a été possible de travailler, d'ajuster le diamètre, la hauteur, les percements. Mais ça a créé une base de travail qui, je pense, n'aurait pas pu venir aussi vite d'un regard plus occidental du moins. À l'agence, on aime bien faire ça. Déjà, c'est une actualité. Aujourd'hui, on ne casse pas les bâtiments, on les réutilise. Un bâtiment qui n'a pas d'attrait ou spécifique, on se sent très libre pour se l'approprier, le transformer, en conservant des choses, en cassant d'autres, etc. Dans un bâtiment en partie classé, c'est pas du tout la même démarche. On est là pour révéler à la fois ce qui est déjà présent, et on est là aussi pour conserver. Donc il y a un gros travail de restauration. C'est aussi des choses qui ne se voient pas forcément à la Bourse de commerce, qui a été assez passionnant, c'est de travailler avec les autres architectes qui ont construit ces bâtiments, puisqu'il y a évidemment la halle au blé du Camus de Mézières, dont on voit les vestiges aujourd'hui avec la façade 18e, ou l'escalier à double révolution, mais c'est aussi la coupole de Bélanger. Donc ça a été de travailler avec ces architectes qui ont laissé les traces visibles aujourd'hui, et de travailler aussi avec l'intuition qu'a eu Tadao Ando très tôt en voyant le bâtiment, d'ajouter une strate, ce qui amène à réfléchir aux ajouts, à la construction, à la manière de s'immiscer dans ces strates de manière assez fine, d'où la compréhension précise dont on a besoin du bâtiment pour pouvoir se permettre ce genre d'intervention assez lourde. Alors ce n'est pas tant le béton qui est réversible que la composition globale du cylindre en béton. Il ne s'agit pas d'un mur plein, mais d'un mur composé de 2 voiles en béton construit sur une âme creuse. Donc le mur en son centre est vide, c'est une ossature en métal sur lequel on est venu couler en place les voiles de béton. Ça nous a été dicté quelque part par cette dynamique et cette envie qu'on avait de préserver la structure du bâtiment et donc de conserver le plancher du rez-de-chaussée et que le cylindre vienne s'insérer dedans. Ça va aussi très bien avec la philosophie de conservation aujourd'hui. Quand on ajoute un élément contemporain dans des bâtiments classés, inscrits ou remarquables, on cherche une forme de réversibilité.
Et donc théoriquement, si on voulait, dans 50 ans, on pourrait démonter ce cylindre en béton. Alors on espère évidemment que ce ne sera pas le cas, mais néanmoins c'est une possibilité qui nous est offerte. Quand on a proposé cette nouvelle composition du mur, on s'est rendu compte que finalement on rejoignait aussi la composition de l'architecture haussmannienne du bâtiment qui est faite de métal et de maçonnerie. On l'attendait, la formule du béton endo, mais en fait elle n'existe pas. L'idée de endo, c'est effectivement de pouvoir construire partout avec ce matériau qui existe à travers le monde sous toutes ses formes. Tout le monde s'est attelé, et les équipes de Bouygues aussi, à réaliser le meilleur béton possible. Mais quelque part, de ne pas trouver cette formule magique, ça nous a libérés. Ça nous a permis de lui proposer de travailler et sur la composition du béton et sur son aspect final, qui ici est beaucoup plus mat que dans ses autres projets et qui rejoint aussi d'autres problématiques techniques réglées par la composition du mur, comme l'acoustique ou la lumière. Du béton réversible, ça n'existe pas, à vrai dire. Ce qui nous a amené peut-être à une certaine réversibilité, c'est justement de travailler avec le bâtiment existant. On n'a pas construit un mur en béton plein comme il est traditionnellement fait dans le travail de Tadawando. Nous avons conservé les planchers existants et ça nous a amené à faire une structure primaire en métal sur laquelle on est venu couler en place 2 fines pots de béton de 12 cm. C'est le contexte qui nous a amené à utiliser déjà moins de béton et à transformer la constitution même du mur, qui nous a servi à régler des problématiques de climat de rotonde et de lumière. Et on a travaillé un petit peu sur la texture aussi du béton pour l'acoustique. Il n'y a pas de formule magique du béton endo, et d'ailleurs on pensait, nous évidemment, qu'on serait détenteur d'un secret, etc. Mais en y pensant, finalement, il le dit très bien, il utilise ce matériau parce qu'il est à la fois très pauvre et universel. On le trouve partout et on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Le béton, c'est l'ossature même de tous les bâtiments d'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a en fantôme derrière tous les bâtiments qu'on construit. C'est cette notion d'intemporalité qui est travaillée. Il n'y a pas de formule sur le béton, mais il y a une formule de son utilisation jusqu'au boutiste, au sol, au mur, au plafond, pour justement laisser oublier que c'est un matériau pauvre qui devient quasiment impalpable et qu'on fait de l'espace avec quasiment rien. On s'est rencontrés avec Thibaut à l'école d'architecture de Paris-La Villette, en milieu de notre cursus. Et assez vite, on a fait un stage ensemble dans une agence d'architecture qui s'appelait Quentin Planchaise, à qui on doit beaucoup. De fil en aiguille, on a continué à travailler là-bas en parallèle de la fin de notre scolarité. Donc, une fois diplômés, on savait qu'on s'entendait bien. Déjà, on s'entend très bien humainement, on est assez copains, on rigole bien, mais on s'entend aussi bien pour travailler, on est assez complémentaires. Après des expériences diverses et variées, chacun de son côté, ça a été assez évident de s'associer et de commencer une agence tous les deux. On s'est rencontrés avec Lucie tout simplement à l'école d'architecture. On a partagé des stages ensemble, on a travaillé dans une petite agence, et on a assez vite vu qu'on travaille bien ensemble. Après, on a chacun un peu fait nos chemins à droite à gauche. J'ai monté l'agence en 2008 et 2 ans après, on s'est associés parce que c'est beaucoup mieux de travailler à deux, on s'entend très bien et on trouve ça infiniment plus plaisant. On a bien partagé à la fois les angoisses du métier mais aussi les joies et on s'amuse beaucoup. C'est une grande question. Traditionnellement, le bruit court que ce serait jusqu'à 40 ans. Mais finalement, on est jeune architecte assez longtemps et assez vieux finalement dans la profession. Comme les projets sont longs, très diversifiés, on met longtemps à acquérir l'expérience nécessaire à pouvoir s'auto-proclamer architecte expérimenté, découvrir différentes tailles de programmes, différents sujets, différents contextes, différentes méthodes. Prend effectivement un temps certain. C'est aussi des études longues. On démarre la vie professionnelle assez tard, mais je crois qu'au-delà des problématiques d'âge et d'expérience, c'est aussi une position vis-à-vis de la pratique de son métier. Quand on reste attaché à chaque projet, à réenvisager les méthodes constructives, comment est-ce qu'on peut inscrire le bâtiment dans son territoire, comment profiter de l'économie locale, des ressources, qu'on reste ouvert aussi aux problématiques de son époque, finalement qu'on n'a pas de recette qu'on applique toute faite à chaque projet, on peut rester un jeune architecte toute sa vie.
Je ne sais pas jusqu'à quel âge on est censé être un jeune architecte. Selon moi, on est jeune architecte quand on a acquis une certaine expérience. C'est-à-dire que le temps de l'architecture est un temps assez long. On apprend à gérer des problématiques dans le long terme et au fur et à mesure des différents programmes qu'on aborde. Je dirais que c'est que quand on a acquis une certaine forme d'expérience, qu'on a toujours une curiosité et un enthousiasme et qu'on arrive à se remettre en question. Quand on arrive à matcher ces deux choses-là, on peut commencer à être un architecte, donc un jeune architecte. Pour faire un musée, c'est vrai que deux idées doivent trouver leur équilibre. C'est à la fois que l'architecture laisse assez de place aux œuvres et en même temps, tout le monde attend aujourd'hui un signal fort, une architecture emblématique. Ces deux points de vue doivent trouver un équilibre, ce qui est inhabituel par rapport à d'autres programmes. On a aussi un rapport à l'art contemporain et à l'art en général qui évolue vite. Les pratiques de visite, le public aussi change beaucoup. Donc c'est un programme finalement assez spécifique à chaque commande qui se réenvisage selon son contexte, le commanditaire, sa localisation. Évidemment aussi les enjeux techniques, le climat des salles, le traitement de la lumière, la complexité des parcours font du musée un programme particulièrement passionnant pour les architectes. Un musée, fondamentalement, c'est un endroit pour montrer des œuvres. Il nous semble important de mettre en situation ou dans de bonnes dispositions les gens qui viennent voir les œuvres. Il y a évidemment un équilibre à trouver entre l'outil que ça engendre et demande de mettre en place avec toutes ces problématiques techniques, mais aussi la mise en condition de la visite. C'est-à-dire que le musée, ce n'est pas la première œuvre, c'est le moment de mise en condition du visiteur. L'architecture doit arriver à faire un petit switch dans la tête du visiteur pour qu'il puisse recevoir, contempler et admirer ce qu'il est venu voir. C'est un équilibre entre ces aspects techniques et cette mise en condition. C'est aussi un lieu qui doit avoir une personnalité ou une identité assez forte. Aujourd'hui, justement, à la Bourse de commerce, on est dans un lieu qui porte une histoire, qui a des traces de plusieurs bâtiments, qui est aujourd'hui un bâtiment qui est en mutation. Cette intervention, avec cette strate supplémentaire qui est ajoutée, permet à la fois de s'inscrire dans une époque qui parle de l'époque, des époques passées, qui parle des époques futures, mais qui parle aussi du lieu, qui parle de Paris, un outil dans lequel pourront être faites toutes sortes d'interventions, d'installations. C'est un équilibre entre ces choses-là. Ma première rencontre avec une œuvre d'art, c'est la fontaine de Tinguely et Niki de Saint-Phal sur le parvis du centre Pompidou, parce que c'est un endroit où à la fois on passe, on restait après une visite au musée, et en même temps il y a aussi cette notion de mise en espace, de mouvement au-delà de l'aspect sculptural qui, je pense, m'a interpellée. Je viens de Bretagne, donc j'ai beaucoup aimé ce qu'on appelle les nabis, les peintres bretons autour de Gauguin, Sérusier, que j'ai découvert à Quimper et au musée de Brest. Mes premières émotions, c'est quand je me suis posé la question ou que j'ai remarqué la recherche d'abstraction ou d'aller au-delà de la représentation. Comment l'art peut interpréter et parler de l'évolution de la modernité.